Les amis, ravi de vous retrouver pour ce traditionnel débrief des matchs de cette journée d'Euro. Et aujourd'hui, cette journée d'Euro symbolisait la dernière du match à 15 heures. Il est vrai que le créneau de 15 heures va être supprimé à partir de demain, puisqu'à partir de demain, on rentre dans la troisième journée de l'Euro. Et on le sait, la troisième journée des grandes compétitions internationales se joue en simultané, bien sûr. Donc demain, on aura deux matchs à 21 heures, pas de match à 15 heures ni à 18 heures demain, puisqu'on aura en parallèle Allemagne-Suisse et Écosse-Hongrie. Fin de la deuxième journée, donc fin du créneau de 15 heures. Et pour célébrer cette fin du créneau de 15 heures, j'avais envie de profiter pleinement de ce match entre la Tchéquie et la Géorgie. On va également parler du Portugal-Turquie qui a été riche en enseignements à 18 heures avant d'évoquer le match qui vient de s'achever entre la Belgique évidemment et cette équipe roumaine. Donc on va commencer par évoquer le match de 15 heures entre la Tchéquie et la Géorgie, deux équipes qui ont deux dynamiques totalement différentes, deux philosophies de jeu assez différentes aussi. On l'a vu sur le premier match, une Tchéquie qui a refusé le jeu face au Portugal, qui a réalisé un non-match. Ils avaient été peu ambitieux, mais paradoxalement, ils avaient réussi à ouvrir le score et à inquiéter les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avant de voir ces derniers revenir au score et finalement s'imposer au finish. Donc une équipe de Tchéquie qui avait réalisé un non-match face au Portugal et ça n'était pas à la hauteur d'une équipe qui avait fait quart de finale du dernier Euro, face à une équipe de Géorgie qui avait agréablement surpris face à la Turquie et qui est sortie un peu malheureuse, mal lotie de cette confrontation, un peu frustrée parce qu'ils avaient proposé beaucoup de choses, notamment dans le rythme, dans l'intensité, face aux Turcs avant finalement de s'imposer 3-1 et tout le monde était unanime pour dire que le score avait été assez dur avec les hommes de Willy Sagnol parce qu'à 2-1 face à la Turquie, ils se sont évidemment projetés à 11 sur le but turc avant de se faire cueillir en contre pour le 3-1. Ils ont été un peu mal lotis parce qu'on le sait, la différence de but va être très importante et le -2 face à la Turquie va évidemment peser lors de la dernière journée face au Portugal, mais deux équipes aux philosophies de jeu complètement différentes sur le premier match et deux philosophies qui se sont un peu inversées puisqu'aujourd'hui la Tchéquie a été dans l'obligation de proposer du jeu et on a vu que c'était une équipe de qualité. On savait que la Tchéquie avait les qualités pour produire du jeu, que ce soit avec Patrick Schick, que ce soit avec le duo de West Ham, Souček et Koufal. On sait que cette équipe a évidemment de la qualité. Il y a le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Lošek également. Donc cette équipe tchèque a énormément de qualité et elle l'a montré aujourd'hui face à la Géorgie. J'ai trouvé que c'était un match plutôt équilibré, mais je donnerais quand même l'avantage aux Tchèques globalement parce qu'ils ont quand même pris le dessus au fur et à mesure du match, montrant qu'ils avaient une meilleure équipe que la Géorgie. Mais c'est la Géorgie qui évidemment a ouvert le score à la surprise générale grâce à ce but de Mikhail Tadze sur penalty. D'ailleurs, c'est le deuxième but de Mikhail Tadze dans cette compétition. Il est co-meilleur buteur de l'Euro avec l'Allemand Jamal Musiala. Et j'ai trouvé cette équipe géorgienne sur la continuité du premier match face à la Turquie, mais moins d'intensité dans le jeu. Et au fur et à mesure du match, ils se sont quelque peu éteints. C'est pourquoi au début du match, on a vu ce 5-3-2 assez enthousiasmant, très bas en phase défensive, voire même bloc médian quelquefois, sans forcément mettre en place un pressing très haut. Mais au fur et à mesure du match, ça a été modulable en 5-4-1 où on a vu davantage Gvara défendre encore plus bas, venir vraiment fermer le côté gauche. On a vu un Gvara un peu moins ambitieux, un peu moins offensif pour essayer de limiter la casse parce qu'on a vu des Géorgiens très émoussés. Je pense que le premier match face à la Turquie a laissé énormément de traces sur le plan physique et ça s'est vu au fur et à mesure du match. D'ailleurs, les Géorgiens ont été extrêmement friables sur coup de pied arrêté. C'est de là qu'est venu le but tchèque, mais derrière, ils ont failli en encaisser un autre. Donc, friable sur coup de pied arrêté, ça témoigne d'un manque de lucidité. Le fait que Gvara vienne redescendre sur le côté gauche pour moduler ce système en 5-4-1, ça montre aussi qu'il y a une certaine frilosité et une envie de conserver le score face à une équipe tchèque qui est intrinsèquement meilleure que la Géorgie et qui a commencé à proposer du jeu. Et je pense que la Tchéquie peut nourrir des regrets parce qu'il y avait vraiment moyen de gagner ce match, mais la Géorgie aussi peut nourrir des regrets parce que la Géorgie menait et je pense que si les Géorgiens avaient été un peu plus frais sur le plan physique, peut-être qu'ils auraient pu encore plus inquiéter cette équipe tchèque, mais on l'a vu avec Gvara qui vient encore décrocher très très bas, là où lors du match face à la Turquie, il décrochait bas, il y avait beaucoup de mouvements autour de lui et bien sûr le match d'aujourd'hui face à la République tchèque, on voyait que Gvara était un peu esselé et qu'il y avait moins de mouvements de la part de ses coéquipiers. Donc une équipe de Géorgie un peu émoussée sur le plan physique parce qu'elle a laissé énormément de traces lors du premier match face à la Turquie et puis une équipe tchèque qui a complètement changé de visage depuis le non-match face au Portugal. Eh bien ils ont décidé d'être beaucoup plus ambitieux dans le jeu et ça s'est presque matérialisé par une victoire finalement un partout, un match nul qui n'arrange personne. La République tchèque va devoir affronter la Turquie et la Géorgie va devoir faire face à l'ogre portugais et je parle d'ogre parce que la transition est toute faite. On va évoquer maintenant le Portugal-Turquie de 18 heures et je parle d'ogre parce que le Portugal a tout simplement été parfait cet après-midi face à la Turquie. Victoire 3-0 nette et sans bavure. Le Portugal en maîtrise, le Portugal en gestion, on l'a vu très clairement. Un Portugal en gestion, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le Portugal n'a cadré que 3 frappes durant ce match pour 3 buts, dont un CSC. Donc il est
vrai que même si le Portugal a été largement au-dessus d'un adversaire turc très décevant, eh bien il convient de noter que ça n'a pas été non plus le feu dans la défense turque, ça n'a pas été non plus voilà, des bombardements sur le gardien turc non plus côté portugais. C'est pas une équipe du Portugal qui a été résolument offensive non plus, c'est une équipe qui a été en gestion à partir du moment où tu mènes 2-0 au bout de 30 minutes. Eh bien le Portugal est rentré en gestion, on a vu Vitinha venir décrocher très bas pour essayer de distribuer le jeu assez calmement. On a vu un Leao qui était évidemment très remuant, mais le fait qu'il sorte pour laisser sa place à Neto, eh bien, ça a un peu calmé le jeu aussi. Mais on a vu quelques bonnes choses du côté du jeu portugais, quelques confirmations aussi. Le côté Mendes-Leao, eh bien, on a vu qu'il était tout à fait capable de fonctionner en sélection, parce que beaucoup critiquaient le fait que Mendes et Leao, qui sont deux joueurs qui ont tout pour s'entendre, eh bien, n'avaient pas encore montré suffisamment de complémentarité en sélection. Ben, aujourd'hui, on l'a vu. On a vu deux joueurs qui sont parfaitement capables de se connecter. Cancelo, Bernardo, beaucoup avaient souligné les failles défensives de Cancelo, le fait que Bernardo soit défaillant en sélection. Et bien aujourd'hui, Bernardo qui prend la largeur, Cancelo qui repique dans l'axe. On a vu les automatismes que l'on pouvait voir du côté de Manchester City. Donc que ce soit le côté droit ou le côté gauche, on a vu des confirmations et les Portugais ont mis fin à certains doutes. Vitinha aussi. Alors Vitinha, je pense qu'il n'y avait plus de doute concernant le fait que c'est un excellent joueur. Et bien aujourd'hui, on l'a vu aussi. Par contre, Vitinha, j'aimais quand même une petite réserve et une petite critique. J'ai l'impression qu'il a un peu tendance à lâcher le ballon un peu trop tard. Des fois, il a cette vilaine tendance à jouer un peu avec le feu. Voilà, il a tendance à peut-être garder le ballon un tout petit peu trop lorsque l'adversaire vient le presser. C'est une petite critique que je soumets concernant Vitinha, mais globalement, il a fait un super match, il a été très juste. Et c'est vrai que les Turcs ont été particulièrement mauvais aujourd'hui et ça contraste totalement avec le superbe rythme qu'ils ont mis face à la Géorgie. Et ils ont été un peu victimes de ce qu'a été victime la Géorgie 2 heures avant, 3 heures avant face à la République tchèque, c'est que les Géorgiens ont tout donné lors du premier match. Et bien c'est un peu la même chose pour les Turcs. J'ai l'impression que les Turcs ont tout donné lors du premier match, à l'image d'Arda Güler qui a été mis sur le banc parce que physiquement il paraissait un peu cramé aux yeux du sélectionneur Montella. Donc il est vrai que cette équipe turque a laissé énormément de plumes lors du match face à la Géorgie et ça s'est vu aujourd'hui face au Portugal. Mais c'est aussi dû au fait que tu affrontes une sélection portugaise qui est de grande qualité, de la qualité à toutes les lignes et de la qualité aussi en défense centrale avec Pepe, 41 ans, qui était là aussi pour arrêter les attaques turques. D'ailleurs, sur le début du match, ce qui était très intéressant à noter, c'est que les milieux turcs venaient presser Vitinha et Bruno Fernandes pour essayer de les empêcher de sortir, de les empêcher de jouer. Et donc, on passait par les côtés aussi, côté portugais, pour essayer de lancer Leao, essayer de trouver Bernardo Silva. Mais ça s'est aussi vu côté turc. On a vu Vitinha et Bruno Fernandes presser les milieux de terrain turcs, mais le gardien turc passait donc par le côté gauche avec le superbe Kaycioglu qui avait été très bon face à la Géorgie. Et donc, ils essayaient de se projeter par les côtés. Les Turcs, mais arrivés dans la surface portugaise, eh bien, ils faisaient face au duo Pepe-Diaz qui est absolument merveilleux sur cet Euro pour le moment. Donc c'est vrai que tactiquement, j'ai bien aimé le fait que Montella insiste sur le fait de passer par les côtés, avec notamment Kadioglu qui est un super joueur et qui est capable de percuter. Mais c'est vrai que sur le milieu de terrain, eh bien, on a vu un pressing très intéressant des hommes de Martinez qui empêchait toute circulation au niveau du milieu de terrain turc, et donc ça poussait ces derniers à passer par les côtés. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Cristiano Ronaldo aussi, qui se la joue un peu altruiste. C'est vrai que c'est assez étonnant et paradoxal, ironique de se dire que Ronaldo est devenu aussi altruiste, parce que sur le but qu'il donne à Bruno Fernandes, eh bien, je me suis dit il y a quelques années peut-être qu'il aurait marqué tout seul et qu'il aurait ignoré son coéquipier, mais on a un Ronaldo plus altruiste que jamais, et peut-être que c'est ça qui va symboliser le technique côté portugais, le fait que Ronaldo ne soit plus un soliste, un individualiste, un égoïste comme il pouvait l'être à l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se met clairement au service du collectif, parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut plus porter l'équipe tout seul et que l'équipe qu'il a autour de lui fonctionne parfaitement bien. Donc on a vu un collectif portugais très bien huilé. J'ai mis une réserve parce qu'aujourd'hui tu n'as pas tant tiré que ça, tu t'es pas tant montré efficace. C'est aussi dû à la faiblesse de la Turquie, on l'a parfaitement vu sur le but contre son camp, une équipe turque qui s'est complètement sabordée toute seule aussi. C'était le jour et la nuit entre ce match là et celui de la Géorgie, parce que physiquement évidemment ça a un peu plongé, mais globalement j'ai trouvé cette équipe portugaise très cohérente dans le jeu, une équipe en gestion, une équipe en maîtrise, une équipe complète à tous les postes, et je ne vois pas vraiment ce qui pourrait arrêter le Portugal avant l'écart ou les demi-finales. Maintenant, j'ai l'impression que Roberto Martinez a réussi à créer quelque chose de positif, mais c'est à relativiser vu la faiblesse de la Turquie aujourd'hui. Mais on va avoir une troisième journée de grande qualité. Le Portugal est d'ores et déjà qualifié, assuré de finir premier du groupe. Donc ça va être une course à trois entre la Turquie, la Tchéquie et la Géorgie. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je pense que le Tchéquie-Turquie va être très intéressant à suivre. Je pense que ça va être un match plutôt équilibré, tandis que la Géorgie va être obligée maintenant, contrainte de battre le Portugal. On va maintenant évoquer
évoquer la Belgique, nos voisins belges qui viennent de finir leur match face à la Roumanie, victoire 2-0 des Belges. La victoire était évidemment obligatoire pour les coéquipiers de Romelu Lukaku et après la défaite initiale face à la Slovaquie, Tedesco a décidé de trancher dans le vif en sortant Leandro Trossard et Yannick Ferreira Carrasco, donc le côté gauche du match face à la Slovaquie. Il est vrai que Trossard n'avait pas été bon et sa connexion avec De Bruyne avait été remise en cause. Carrasco arrière gauche, il a plus l'habitude de jouer piston, une défense à 4 c'est pas naturel pour lui et il était systématiquement sur son mauvais pied, donc il n'était pas suffisamment à l'aise pour évoluer dans ce 11 belge. Et bien il a décidé de changer Tedesco en remettant Vertonghen en défense centrale bien sûr pour apporter de la structure et de l'expérience, parce qu'aujourd'hui c'était un match évidemment très important, un match charnière dans cette équipe de Belgique et dans cet Euro évidemment, et Vertonghen venait apporter de l'expérience et de la sérénité, tandis que Tedesco a décidé d'aligner Luke Bacchio et je trouvais que c'était plutôt intéressant de mettre Luke Bacchio et Doku parce que ça permettait à De Bruyne d'avoir des vraies options à lancer en profondeur et évidemment c'était très intéressant. Au lieu de mettre deux numéros 10, De Bruyne et Trossard, je pense que c'était mieux de mettre deux ailiers à côté de De Bruyne pour permettre à De Bruyne d'organiser le jeu tout seul. Je trouve que ça avait été plutôt qualitatif de la part de Tedesco comme ça et ça a payé parce que Luke Bacchio a fait un très bon match, Doku a encore été très remuant. Je soumets quand même encore une critique sur De Bruyne parce que je trouve que c'est toujours pas le De Bruyne de Manchester City, mais au final la fin justifie les moyens parce qu'il a marqué son but. Mais la Belgique a été ultra dominatrice en première mi-temps, elle a vraiment assommé une équipe roumaine qui n'a pas été la même que face à l'Ukraine, mais l'adversaire était meilleur, même si la Belgique a perdu son premier match face à la Slovaquie, et bien ça reste quand même une équipe qui est collectivement meilleure que la Roumanie, qui était sur une bonne dynamique avant l'Euro, et quand on regarde les noms qui composent cette sélection belge, elle est forcément en droit d'être au-dessus de cette équipe roumaine. Et voilà, la Roumanie a quelque peu manqué d'ambition, mais c'était dû au fait que la Belgique était vraiment venue en rouleau compresseur, et ça s'est parfaitement vu dès le début du match, parce que la Belgique a pris le match par le bon bout avec ce but très précoce de Tielemans. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Lukaku parce que c'est là qu'il est le meilleur, hein. C'est dos au jeu, en remise pour ses coéquipiers. Voilà, c'est là que Lukaku excelle le plus. D'ailleurs, Lukaku qui n'est pas chanceux sur cet Euro, puisque 3 buts de Lukaku ont été refusés pour hors-jeu. Le premier face à la Slovaquie, il est évidemment net que ce but aurait dû être refusé, mais les deux autres, surtout celui d'aujourd'hui, c'est particulièrement litigieux. Donc l'attaquant belge peut se sentir lésé, mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette équipe de Belgique. Mais la Roumanie peut nourrir des regrets parce que la Roumanie a tout de même une occasion avec Denis Mann. Et si tu reviens à un partout à ce moment-là, peut-être que tu peux faire flancher une équipe de Belgique qui était en perte de confiance suite à la défaite initiale face à la Slovaquie. Mais globalement, dans cette poule, ça va être très intéressant à suivre puisque toutes les équipes sont à 3 points. N'importe qui peut se qualifier. C'est ça qui fait le charme de cette poule qui est peut-être la plus serrée du tournoi. Donc les points à retenir, c'est que Tedesco a su trancher dans le vif en faisant des changements et des changements qui ont payé. Un Kevin De Bruyne qui est évidemment buteur aujourd'hui, mais qui est quelque peu décevant. Ça n'est pas le même qu'à Manchester City. Donc j'espère qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition parce que c'est lui qui fait office de leader technique et aussi moral de cette sélection belge. Et le retour de Vertonghen dans la défense qui fait énormément de bien. D'ailleurs, j'ai noté dans mes notes un sauvetage à la 58e minute de Vertonghen, un tacle salvateur qui a empêché les Roumains d'égaliser. Donc là aussi, ça montre que ce dernier a beaucoup apporté. La réincorporation de Vertonghen est évidemment très intéressante. Donc tous ces éléments font que la Belgique a réussi en quelques jours à se réajuster et à gagner ce match face à la Roumanie, alors que pour beaucoup c'était déjà perdu d'avance parce que la défaite face à la Slovaquie a fait énormément de mal sur le plan moral. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bon Euro à vous, bonne soirée, merci beaucoup.